Bienvenue dans Une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. C'est l'image de la semaine, vous allez la découvrir. Nicolas Sarkozy et David Cameron accueillis en héros en Libye. 6 mois après le début de l'intervention de l'OTAN, la Libye est libre, ont dit les deux dirigeants. Peut-on aujourd'hui se féliciter de cet engagement au nom de la démocratie? Le scandale de la semaine en France, les révélations de Robert Bourgi, le conseiller officieux pour l'Afrique de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. Des chefs d'État africains auraient financé les politiques français. Pas de virement bancaire, rien que de l'argent liquide. Dans quelle république vivons-nous? La Grèce risque la faillite et ce n'est plus tabou. Le ministre de l'économie allemand l'évoque ouvertement, tout comme l'Autriche et la Finlande. Et puis le premier débat des primaires socialistes. Qui a tiré son épingle du jeu? C'est la question que je poserai à Maurice Ulrich. Bonsoir, vous êtes éditorialiste à l'Humanité. Ziad Limam, bonsoir. Ziad, vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Christophe Ayat, qui nous fait le plaisir de venir pour la première fois et qui est grand reporter maintenant au Monde. Bonsoir. Et puis Paul Taylor, bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des affaires européennes pour l'agence de presse Reuters. Une visite éclair mais hautement symbolique. C'est eux qui ont mené la guerre en Libye. Hier, Nicolas Sarkozy et David Cameron ont été accueillis, je vous le disais, en héros à Tripoli et puis à Benghazi, où ils se sont tour à tour exprimés devant une foule en liesse. Je vous propose d'écouter le chef de l'État français. C'était à Benghazi hier. Jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes Arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Maurice Ulrich, Manuel Valls, qui est candidat socialiste pour la primaire, a dit hier qu'en voyant ces images, il était fier d'être français. Est-ce que vous partagez son sentiment? Pas exactement. En voyant Nicolas Sarkozy comme ça, j'ai l'impression quand même qu'il surjoue un petit peu. Et puis c'est vrai que, bon, effectivement, de son point de vue, c'est une victoire. Et puis il est allé là-bas montrer les muscles de la France avec Cameron. Bon, on se montre, on se fait voir, etc. Avec on ne sait quoi à la clé, puisqu'il a démenti catégoriquement qu'il y avait des accords sur le pétrole. Mais enfin, les démentis de cette sorte, moi, je n'y crois pas trop. Bon, on verra. Mais surtout, c'est ce qui est le problème, c'est que quand je dis il surjoue un peu, c'est que je suis un peu étonné par cet amour de la démocratie qui tout d'un coup se révèle et éclate à Benghazi, alors même qu'il y a quelques années, Kadhafi était reçu en grande pompe à Paris, qu'on était amis avec Bachar el-Assad, etc. Et que donc les tyrans, on les aimait bien tant qu'ils étaient au pouvoir, qu'il n'y avait pas de problème avec les peuples. Mais voilà, donc Nicolas Sarkozy découvre le peuple libyen, les jeunes de Libye. Voilà, et donc bon, tout ça est à prendre de loin avec, je dirais, de l'ironie, mais aussi quand même une inquiétude sur quels sont les buts quand même poursuivis après cette intervention. Parce que les frappes de l'OTAN, ce qu'il faut dire, se poursuivent. Elles se poursuivront peut-être jusqu'à ce qu'on trouve Kadhafi. Donc on est loin de la protection civile. Je ne reviens civile. pas sur la question de la légitimité de l'intervention ou pas, qui était une question relativement complexe à partir du moment où on croyait qu'il s'agissait seulement de protéger les populations civiles, etc. Il s'avère que c'était sans doute un petit peu plus compliqué, que c'était peut-être pas aussi menacé qu'on l'a dit, mais enfin bon, ça, voilà. Paul Taylor, vous êtes britannique. Est-ce que vous avez éprouvé ce sentiment de fierté en voyant votre Premier ministre à Benghazi aux côtés de Nicolas Sarkozy? Vous savez, les correspondants étrangers n'ont pas de fierté nationale et je pense qu'on en voit suffisamment pour en être vacciné. Cela dit, je pense qu'il faut reconnaître que c'est une opération qui, sur le plan politique et militaire, a été une réussite pour les gouvernements français et britanniques qui avaient pris des risques, qui n'avaient pas
un soutien franc et massif de la part des Américains. À certains moments, on leur avait dit non, vous enlisez, vous êtes trompés, c'est une erreur, etc. Bon, finalement, pour l'instant, je pense que c'est une réussite. Mais la partie la plus difficile, qui est de construire, c'est même pas reconstruire un État, de construire un État dans ce pays, avec les différences régionales, avec les différences de clans et de tribus, avec les conflits qu'il y a entre, forcément, les méfiances à l'égard aussi de certains des nouveaux dirigeants qui ont servi Kadhafi jusqu'à très récemment, etc. Tout reste à faire, me semble-t-il, et c'est pas pour rien que le président Sarkozy, hier à Benghazi, a surtout lancé un appel à l'unité des Libyens, un appel à la réconciliation, mais qui pourrait s'avérer être quand même assez difficile. Christophe Ayad, vous rentrez de Libye. Alors comment ça se passe concrètement aujourd'hui à Tripoli? J'ai pu lire des articles de ci, de là, qu'il y avait une vacance aujourd'hui du pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Il y a deux visages. On est dans une sorte de parenthèse enchantée, dont Nicolas Sarkozy est venu profiter et il aurait tort de s'en priver. Il y a le côté absolument heureux et plutôt calme. C'est une transition qui se passe bien. Tripoli, moi j'ai vu Bagdad en 2003. 3 semaines plus tard, c'était encore une ville dangereuse, pénible. Et 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, l'insurrection commençait. Même pas. 1 mois plus tard. À Fallujah et très vite à Bagdad. Là, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une société qui est capable de se prendre en charge, de s'organiser, la sécurité règne à peu près. Ça, c'est ce qui va. Ensuite, il y a une autre face qu'on commence à voir émerger, et c'est quelque chose de très... ça grenouille. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui dirige, quoi. On commence à entendre des gens qui se disputent, qui commencent à dire « un tel n'est pas légitime, Djibril n'est pas aimé » par les commandants militaires. Il n'est pas aimé par un certain nombre de membres du CNT. Un certain nombre de membres du CNT sont critiqués pour le fait d'avoir été anciens kadhafistes. Il y a toujours des interrogations extrêmement lourdes qui planent. Moi, Nicolas Sarkozy, qui arrive en félicitant de la démocratie en Libye, elle existera peut-être un jour. Je la souhaite pour les Libyens, mais elle sera extrêmement compliquée à venir. On est presque un mois après la mort, un peu plus d'un mois après la mort mystérieuse d'Abdel Fattah Younes, qui était un personnage extrêmement des chefs d'état-major, c'est ça, qui était chef d'état-major des rebelles, mais surtout qui a été le ministre de l'Intérieur de Kadhafi. Il a été tué, arrêté, enlevé par 50 à 100 hommes, tués, on ne sait pas par qui. Et les Français ne le savent pas non plus. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du CNT, entre les commandants militaires, entre les différentes régions, etc. Tout ça n'est pas clair. Et je pense qu'ils sont à peu près aussi largués, les diplomates français, que nous. Maintenant, voilà, on va voir émerger ça. Il y a un bon scénario, il y a un mauvais scénario. Lequel va l'emporter, je n'en sais rien. Ziad, vous êtes d'accord avec ça? Il y a quand même beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Pour l'établissement, l'instauration d'une démocratie en Libye, ça peut prendre des mois, des années. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'autant plus que, comme on l'a dit d'ailleurs souvent chez vous, chaque pays est différent et que la Libye est peut-être le pays où la société civile était la moins structurée par rapport à l'Égypte ou par rapport à la Tunisie, par exemple, ou même d'une certaine manière par rapport à la Syrie. Il y a des politiques, il y a des partis, il y avait des syndicats. Bon, tout ça a été verrouillé de tous les côtés. Il y a dans les autres pays une forme de colonne vertébrale civile et politique qui peut jouer un rôle dans le vide. Le problème de la Libye, d'abord, c'est que personne ne sait très bien, on ne connaît pas les gens. C'était pas un pays si facilement accessible que ça. Les gens n'y allaient pas très souvent. Les contacts avec l'extérieur étaient très complexes. Et puis le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Je serais curieux de savoir si un jour, les gens du CNT, s'ils survivent un certain temps, est-ce qu'ils vont libérer les archives du régime? Est-ce qu'on va savoir des choses? Est-ce qu'on va savoir qui était avec qui? Est-ce qu'on va savoir qui bossait avec qui? Quel était le rôle des Français, des Anglais, des Américains? Donc tout ça, à mon avis, c'est le pays le plus complexe en termes de transition, à la fois pour des raisons intérieures et pour des raisons extérieures, et troisièmement parce que c'est le 2e ou 3e producteur de pétrole en Afrique. Donc ça fait un cocktail extrêmement, j'allais dire, explosif.
Et dernièrement, les Français et les Anglais, là, ils jouent leurs cartes parce que c'est vrai qu'ils ont mené la guerre et que sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu la chute de Kadhafi. Mais on voit très bien que les autres joueurs n'attendent pas du tout que les petits Français et les petits Anglais récupèrent. Alors, Erdogan est arrivé hier, mais Erdogan n'a pas fait que Tripoli. Il a fait Le Caire, il a fait Tunis, il a fait Tripoli. Dans chaque pays, il a donné un message très précis. Je ne pense pas que les Américains, qui sont empêtrés jusqu'aux yeux dans leurs histoires internes, restent totalement passifs sur cette histoire un certain nombre de mois. Donc ça va être une affaire... La grande incertitude. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes avant de faire la pause, l'affaire Bourgi. C'était le coup de tonnerre cette semaine en France. C'était dimanche dernier, dans le journal du dimanche, Robert Bourgi, le conseiller officieux pour l'Afrique de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, révèle que des politiques français se sont fait financer leur campagne avec l'argent des chefs d'État africains, de l'argent liquide transporté dans des mallettes. Je vous propose ensuite d'écouter Robert Bourgi. C'était lundi matin chez nos confrères d'Europe 1. Robert Bourgi, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Est-ce que vous pourrez démontrer ce que vous dites? Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve. Aucune trace? Aucune trace. Par exemple, M. de Villepin recevait, comme le président Bongo et les chefs d'État africains savaient qu'il aimait l'art africain, et qu'il était un admirateur de l'empereur, il recevait des bustes de l'empereur, des pièces rares qui concernent l'empereur Napoléon, et il recevait des masques africains. Ziad, vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique. Je ne sais pas si on peut être un jour un grand spécialiste de l'Afrique. Vous l'êtes. Elle est grande. Vous êtes un spécialiste, en tout cas, de l'Afrique. Vous n'avez pas, j'imagine, été surpris par ces révélations, la France-Afrique Si, quand même un peu. Quand même, d'abord parce que on a quand même, si c'est vrai, des détails extrêmement précis, des montants, des trucs totalement folkloriques, des djembés. Vous n'imaginiez pas en tout cas à ce point-là? Non, moi je pense qu'il y a deux mystères. Il y a une réalité, la France-Afrique, c'est une réalité, que de l'argent est circulé entre la France et l'Afrique pendant des années, depuis 1960, depuis Foccart, puis après, puis Pompidou, puis Giscard, puis Chirac, puis je ne sais pas moi... on me dit que ça s'est arrêté depuis 2007, je n'en sais rien, je n'accuse personne, mais ça m'étonnerait que des circuits aussi rodés s'arrêtent du jour au lendemain. Donc que ça expose toutes les arrière-cours de la France-Afrique, bon, personne n'est surpris. Que Robert Bourgi se mette dans cette situation qui est extrêmement périlleuse, parce qu'il a le poids sur les épaules, etc., j'y crois pas. Alors, est-ce qu'il a pété un câble? Est-ce qu'il y a une manipulation qui a mal tourné? Quelle est la manœuvre? Moi, la manœuvre... On comprend pas pourquoi il parle aujourd'hui, Robert Bourgi. Écoutez, c'est quand même bizarre. Voilà un homme qui a été dans l'émission un peu olé olé et qui, tout d'un coup, découvre qu'il est un ange et qu'il faut qu'il parle absolument. Donc, c'est extrêmement bizarre. Moi, je ne nie pas du tout la réalité de ça. Enfin, je n'en sais rien. Je ne jette pas avec les services secrets tous les jours, mais j'imagine qu'il y a une bonne part de vérité dans tout ça. Sauf que... il dit j'ai pas de preuves et il balance. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Et donc, bon, moi je pense qu'il s'agit d'une opération politique intérieure à la droite et qu'il est missionné, on va dire. Ce qui est très bizarre, c'est que ça touche. Si ça voulait toucher que Chirac-Villepin, c'est pas vrai. Ça touche toute la droite, ça touche toutes les pratiques de l'UMP et de l'ancêtre RPR et de l'ancêtre je sais pas quoi. Je crois pas, Ziad, depuis des années. Non, je crois pas, Ziad, parce que... qui a dit qu'il avait aussi, Christophe Ayat, qu'il avait aussi, que Nicolas Sarkozy avait aussi reçu de l'argent pour sa campagne. Bonnecorse, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et grave. Hein. Bonnecorse était un diplomate de carrière. Il a été, diplomate de carrière, il a été ambassadeur au Maroc. Bourgi est un personnage sulfureux qui s'est déjà beaucoup vanté par le passé. Bonnecorse, ça c'est nouveau. C'est même énorme. Mais moi j'ai l'impression, effectivement, il y a des coups à 15 bandes qui visent Villepin dans un premier temps, mais qui visent aussi à menacer, à mon avis, Guy-Henri Sarkozy. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est dans un état de droit et qu'il a fallu 48 heures pour que le parquet se dise tiens, peut-être que y a... Enfin, non, disons que voilà, c'est toujours la même chose. En France, on est dans le commentaire, pas dans les faits. Donc tout le monde se pose la question immédiate de qui profite la révélation. Mais enfin, déjà la révélation en soi, faudrait-il enquêter dessus? Alors, c'est là où je trouve que Bourgi est d'une légèreté absolument incroyable, dire 20 millions, mais je n'ai pas de preuves. Mais d'accord, il n'a pas de preuves. Oui, on sait tous que c'est en cash. Mais il y a quand même des moments, des rendez-vous, des faits, des endroits, etc. Et il y a d'autres intermédiaires.
Paul Taylor. Je pense que la première chose, moi je suis plutôt dans c'est les mœurs françaises qui m'intéressent plutôt que les mœurs africaines là-dedans. C'est quand même étonnant, c'est que l'opinion publique française reste un peu où est l'indignation? Où sont les marchands oui. traditionnels d'indignation qu'on voit sur les plateaux de télévision, qu'on entend dans les radios? Je pense qu'il y a un certain silence un peu gêné. On en parle, mais on en parle plutôt sous l'angle à qui profite le crime. C'est vrai que c'est pas très plausible d'imaginer que M. Bourgi soit démangé par les remords et soudain besoin de soulager sa conscience après tout ce temps-là. Mais en même temps, on cherche à qui ça pourrait profiter. À qui ça profite, oui. Ça peut rejaillir, en tout cas, sur le président de la République par ricochet. En tout cas, M. Chirac est déjà un monsieur qui, d'après son procès actuel, ne se souvient pas de quoi il est malade. Et M. de Villepin, qui se souvient de quoi M. Chirac est malade, est un candidat qui sans doute se présentera pas à la présidence de la République et qui aurait peut-être 2% s'il le faisait. Donc, qui est-ce qu'on veut? Bon, on imagine, pour moi, ça me rappelle un petit peu une scène dans un western où le premier qui sort le flingue, alors il y a du sang sur les morts, les cadavres gisant le sol, et ils sont tous morts. Et j'ai l'impression d'assister un petit peu à ça. Mais c'est pas, il faut pas ramener ça à une affaire franco-africaine aussi, hein, parce que là, d'un seul coup, ah oui, ces Africains qui mettent du blé, qui sont en cash et tout, c'est vraiment dégueulasse, etc. Non, c'est la droite. C'est le problème du non, le problème c'est le financement. Il n'y a pas que la droite. Le problème c'est le financement de la vie. Mitterrand, il était. Non, mais encore une fois, c'est pas que les Africains. Je rappelle que l'affaire des sous-marins pakistanais, les rétrocommissions et tous ces trucs-là, ça revient aussi en France. C'est pas que les Africains qui financent de la vie politique française de manière illégale. Non, mais c'est important. Moi, je pense que la vraie question, c'est comment la vie politique de ce pays, est financée, comment on accepte le fait que tous les 2-3 ans, il y a une espèce d'énorme implosion pour nous dire qu'il y a de l'argent black qui rentre en France pour financer des candidats X ou Y. Et c'est ça le vrai débat. Après, moi, je pense qu'on arrive au bout de 20, 25 ans, 30 ans de pratique de financement de partis qui sont toutes très liées. Hein. C'est effectivement, Ziad le disait, il y a Karachi, il y a les frégates de Taïwan, etc. Et il y a des gens qui commencent à faire un travail. Après, est-ce que l'opinion va réagir ou pas? Je remarque qu'effectivement, la gauche est très obsédée par ses propres primaires, etc. Enfin, en tout cas, le PS, et ne dit pas grand-chose. Je pense aussi qu'elle a été aux affaires par moments où la droite y était. C'est-à-dire qu'il y a eu tous ces phénomènes de cohabitation où, normalement, ils ont eu connaissance des choses. Et ils n'ont pas soulevé le lièvre judiciairement. Et ça, c'est une forme de complicité passive, voire peut-être des financements qui ont touché aussi la gauche. Donc c'est ça où... Mais on arrive au bout de ça, et là, les égouts débordent. Est-ce que ça aura un effet sur la présidentielle de 2012? Je ne sais pas. Mais ça risque d'en avoir un qui est le dégoût absolu de la classe politique. Et là-dessus, on sait ce qui se passe en général, c'est les populistes qui en profitent. Ouais, et peut-être l'extrême droite. On va faire une pause. Il paraît que même lui a pris de l'argent en Afrique, le populiste dont vous parlez. Exact, oui, parce que Jean-Marie Le Pen, sa campagne aurait été financée, je crois, en 88, hein, c'est ça, par Omar Bongo. Mais Bongo était généreux, il donnait de gauche à droite, de tous les côtés. Il arrosait large. Il arrosait large. On fait une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. Il sera question de la crise dans la zone euro et de la faillite de la Grèce. Et le mot faillite, eh bien, aujourd'hui, n'est plus tabou, vous nous le direz, Paul Taylor. Et puis, compenser nos éditorialistes du premier débat pour la primaire socialiste. On leur posera la question dans la deuxième partie. À tout de suite.